Monsieur le Président. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur le projet de loi C-26. C'est un grand honneur pour moi, d'autant plus que, écoutez, Monsieur le Président, j'ai accepté très aimablement, à la demande de ma whip, de siéger désormais au Comité de la justice et des droits de la personne. Alors, ce qui est un grand honneur à la fois et aussi un très grand défi pour moi. Alors, j'avais profité de ce discours, donc, pour m'exprimer sur un projet qui a été examiné dans le cadre des travaux de ce comité et en même temps aussi parler et débattre des tenants et des aboutissants de ce genre de projet de loi, de ses effets dans la société et aussi de leur utilité comme instrument pour les tribunaux. Monsieur le Président, il est très important de comprendre que les tribunaux travaillent en faveur, en support à la société, au bon ordre et à la répression du crime, en fonction des moyens qui leur sont conférés, entre autres, par la Chambre des communes, par notre Chambre. C'est très important à comprendre parce que l'élaboration des lois, leurs discussions, les débats, les travaux en comité qui permettent d'arriver à un résultat, ce ne sont qu'une partie des moyens qui sont octroyés à nos tribunaux. Il faut bien comprendre que arriver à une loi, adopter une loi, ne permet pas de régler tous les problèmes. Au contraire, le résultat le plus optimal pour permettre d'atteindre les objectifs que vise une loi n'est atteint que si d'autres autorités, et entre autres cette Chambre, donnent des moyens, entre autres, aux forces policières, à d'autres acteurs de la société pour faire de la prévention ou de l'éducation, et que d'autres paliers de gouvernement se donnent les moyens pour que l'application de cette loi permette d'atteindre les résultats qui sont visés. Et je dois dire, Monsieur le Président, que je suis très honoré aussi de m'exprimer sur ce projet de loi, aussi et surtout parce que je crois personnellement que c'est un modèle, et que ça doit même devenir un modèle de fonctionnement des travaux de cette Chambre ainsi que des travaux dans le cadre des différents comités dans lesquels nos collègues, l'ensemble de mes collègues, œuvrent. C'est très important de le souligner parce que, évidemment, le nouveau Parti démocratique, par l'intermédiaire des membres du comité et aussi, ont quand même vécu certaines déceptions puisque si deux des amendements qui ont été proposés ont été acceptés par les autres membres du comité de la justice et des droits de la personne, malheureusement, 7 autres amendements que nous avons proposés ont été rejetés. Entre autres choses, un des amendements qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était un amendement qui concernait la question des gestes posés en légitime défense, entre autres dans le cadre de violences conjugales. Évidemment, j'ai certains de mes collègues qui se sont exprimés avec beaucoup d'éloquence et qui sont entrés dans les détails concernant cette question qui nous tient grandement à cœur. Je n'élaborerai pas nécessairement là-dessus, mais, Monsieur le Président, je tiens à revenir sur le fait que s'il y a un motif de satisfaction que l'ensemble des membres de cette Chambre peuvent exprimer et surtout qu'ils peuvent entendre de la part de leurs commettants, parce que je me permettrai en aparté de bien souligner que nous sommes en premier lieu les représentants et redevables vis-à-vis des gens que nous représentons chacun dans notre circonscription, au-delà de notre affiliation politique. Alors, pour en revenir à ce que je voulais souligner et vraiment mettre en valeur, c'est qu'en fin de compte, C-26, heureusement, considérant le résultat atteint,
est un modèle de fonctionnement dans le cadre des travaux de cette Chambre et des travaux des comités. C'est donc, sans parler d'un idéal, je pense que ça va trop loin, c'est donc un modèle sur lequel l'ensemble des membres, des députés de cette Chambre pourraient se fonder pour finalement assainir une certaine atmosphère qui n'est pas toujours évidente. Et je ne voudrais pas m'appesantir sur des exemples du passé, mais le fait est que, malheureusement, le gouvernement, avec une obstination aveugle et coupable, a vraiment tenu à passer son agenda et à bafouer, en fait, à balayer du revers de la main des opinions éclairées différentes de la sienne. Alors, je souligne à nouveau la réussite que représente C26. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais aborder un autre aspect très important qui permet de nous satisfaire des buts atteints dans le cadre des travaux de C26. Il faut bien comprendre que quand on se retrouve à élaborer une loi qui se retrouve à œuvrer sur des sujets aussi délicats que la légitime défense, la protection des biens personnels ou des biens d'autrui, on se retrouve à être sur le fil du rasoir. Il faut bien comprendre qu'il est très délicat de tracer les limites d'action, violentes ou non, qui en certaines circonstances sont clairement criminelles et qui en d'autres circonstances ne le sont pas. Je m'explique. Vous savez, le principe de légitime défense est un principe qui est assez largement accepté dans la population. J'ai certains de mes collègues, entre autres mon collègue de Toronto, Danford, qui s'est vraiment exprimé très clairement là-dessus. Je l'en remercie d'ailleurs parce que ça a permis, je pense, à l'ensemble de mes collègues de pouvoir comprendre à quel point la légitime défense, même si elle est largement cautionnée dans la population, recèle quand même certains dangers inhérents à sa protection et à sa mise en application, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il faut bien comprendre que le nouveau Parti démocratique ne cautionne pas et ne cautionnera jamais une justice parallèle citoyenne. C'est très, très important. C'est très, très important. Et de la même manière que nous ne cautionnerons pas non plus la répression pure telle que le prône ce gouvernement. La nuance est un aspect très important parce que, heureusement ou malheureusement, tout dépendant du point de vue de chacun, nous ne vivons pas dans un monde sans nuance où tout est blanc et noir. Au contraire, les questions de circonstances entourant une cause devant les tribunaux peuvent prendre une très grande importance et teinter énormément le résultat. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, notre système judiciaire donne une certaine latitude aux juges. On ne parle pas d'une latitude complète, on ne parle pas d'un arbitraire complet. Au contraire, nos juges doivent fonctionner, doivent rendre leurs décisions et travailler en fonction des limites de la loi et en fonction aussi, évidemment, de la jurisprudence et de ce qu'elle enseigne. À partir de là, Monsieur le Président, ce projet de loi, et je m'en réjouis fort, donnera de nouveaux outils à nos tribunaux pour bâtir une jurisprudence qui va être plus équilibrée en matière de légitime défense, de protection de la propriété et des biens et de l'arrestation citoyenne. C'est très, très important. Mais je mets en garde ce gouvernement contre le fait qu'il puisse croire que l'adoption de ce projet de loi va régler tous les problèmes. Au contraire, si on ne donne pas les moyens aux autres acteurs, que ce soit nos tribunaux comme nos corps policiers, tous les instruments nécessaires pour sa mise en œuvre,
Malheureusement, le projet de loi C-26 pourrait très bien ne pas atteindre ses objectifs. Alors, je le répète, Monsieur le Président, je tenais à faire cette mise en perspective. Cette loi, ce projet de loi, ne sera qu'un moyen parmi d'autres pour permettre d'atteindre un objectif important de protection de nos simples citoyens qui, dans certaines circonstances exceptionnelles, pourraient se retrouver pris dans des situations où ils auraient pu être condamnés en matière criminelle. Je vous remercie beaucoup. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for... L'honorable député de Fort McMurray, Athabasca. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu une fois de plus parler de la latitude des juges. On en a parlé en comité, on en a parlé ici. D'où ma question aux députés. Que pense-t-il de l'élimination de la latitude des juges en ce qui concerne les victimes? On a entendu dire que la latitude des juges ne devrait pas être supprimée, que les juges devraient, par exemple, être en mesure de mettre les gens derrière les barreaux aussi longtemps que bon leur semble. Nous pensons, quant à nous, que pour le crime violent, il est bon d'avoir des peines minimales. Pourquoi ne pas affirmer clairement partout au pays que ceux qui commettent des crimes graves doivent subir des peines graves? Que pense le député de l'élimination de la latitude des juges en matière de droits des victimes? Le député. Je remercie mon collègue pour sa question et ses observations parce qu'en effet, c'est une très bonne question. Je considère que la latitude des juges est quelque chose de primordial. Et je trouve particulièrement drôle de voir mon collègue s'indigner de voir que les juges puissent avoir une certaine latitude dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice du cadre légal, du cadre de la justice criminelle. Mais vous savez, ce gouvernement, malheureusement, a toujours eu comme très mauvais comportement de vouloir appliquer la maxime « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Et à partir de là, ce qui est vraiment outrageant, c'est de voir qu'on puisse considérer que la pensée magique puisse régler quoi que ce soit et refuser de faire confiance à des professionnels, à finalement des gens qui, dans la pratique de leurs droits sur de très longues années, ont acquis un jugement suffisant pour appliquer la loi jusqu'à sa dernière extrémité parce que notre code criminel permet des emprisonnements à vie, des sentences très dures, et les juges ont cette liberté-là. C'est très important de préserver cela. Question et commentaire? L'honorable député de Terrebonne-Blainville. Je voudrais poser la question suivante à mon collègue. Le député du Parti conservateur a dit en enlevant la discrétion judiciaire, en imposant d'ailleurs des peines minimales, on est en train de donner plus de droits aux victimes et on est en train de s'assurer que quelqu'un qui commet un crime grave va être emprisonné pour un certain montant de temps. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation et peut-être j'aimerais recevoir vos commentaires, mais souvent quand il y a des peines minimales pour quelque chose, quelqu'un va être, un criminel va plus être plus apte à plaider coupable afin de pouvoir négocier avec une peine moindre. Donc, j'aimerais recevoir vos commentaires là-dessus. Puis, pour moi, ça démontre une manière pour comment les peines minimales ne fonctionnent pas toujours. Député de Beauport-Limoilou. Je remercie énormément ma collègue pour sa question. Et en effet, écoutez, il y a plusieurs optiques pour lesquelles on peut considérer la question des peines minimales telles que le défend le gouvernement. Il y a une optique, écoutez, qu'on pourrait qualifier de statistique ou d'épidémiologique. Il est largement démontré que les peines minimales, loin de réduire et de contrer le crime, au contraire, semblent suggérer que ça l'alimente. Parce qu'il ne faut jamais oublier, et je me souviens très bien des conversations, entre autres, avec des agents correctionnels lors de notre congrès à Vancouver l'an passé, que tout condamné, peu importe sa peine, à moins qu'il ait une peine vraiment à vie et sans possibilité de sortie, tout condamné a une vie
après avoir purgé sa peine. Et chaque fois qu'on tue ou qu'on malmène l'espoir de cette nouvelle vie, on se retrouve à pousser cette personne trop facilement au désespoir, à des situations où elle pourrait retomber et même rester vraiment aller plus loin dans le crime. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et qui nous préoccupe énormément et que nous allons continuer à défendre dans le cadre de nos travaux ici.